Bonjour tout le monde, bienvenue en électro. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis un de vos futurs profs. Mon nom, c'est Jacques Desmarais. Et comme vous, j'ai fait le choix il y a plusieurs années d'aller en technologie de l'électronique. Ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre plus tard à l'université pour devenir ingénieur en électronique. C'est aussi le parcours de plusieurs de vos profs au département. Et même d'une partie des étudiants et des étudiantes qui s'embarquent avec nous chaque année. Qui sait, ce sera peut-être aussi votre parcours aussi. Donc, sinon, l'industrie de l'électronique en général et des télécommunications, de la réseautique en particulier, a de grands besoins en techniciens, techniciennes. Que ce soit pour configurer des équipements, diagnostiquer des pannes et résoudre des problèmes liés à la transmission et ou à la réception des signaux. Donc, signaux vidéo, signaux audio, signaux téléphoniques ou même le trafic sur Internet. Et au département, on a tous les systèmes à plus petite échelle là, qu'on retrouve dans l'industrie. On a donc un vrai système LTE 4G, un système cellulaire avec les tours, les équipements, le noyau, le cœur. On a aussi un système de câblo-distribution, comme Vidéotron. On a aussi des systèmes de serveurs pour l'Internet des objets. Et sans parler là, de tous les laboratoires d'électronique pure et de programmation de microcontrôleurs. J'ai ici, puisque pandémie oblige, là, je suis confiné aussi à la maison. J'ai ici une plaquette, hein, comme vous allez utiliser, ainsi qu'une carte de circuit imprimée. Mais ce que je voudrais, moi, c'est vous inviter à visiter le site du département en cliquant sur le lien dans le document PDF qui vous a été envoyé. Donc, le département en photo et en vidéo. Ou alors, aller directement sur cégemonpetit.ca. Tenez, je vais y aller avec vous tout de suite. Donc oui, cégemonpetit.ca, le site web du collège. Nous sommes donc au campus de Longueuil et dans les programmes offerts, nous sommes répertoriés dans les technologies de l'information. Code 243BA, c'est le programme de technologie de l'électronique, télécommunication. Nous faisons aussi de la réseautique. Donc, je vous laisse naviguer dans ce site-là, juste vous guider là, rapidement sur 4 onglets là, qui nous permettraient là, à gauche la description du programme, les préalables que vous avez déjà normalement. Pourquoi Édouard? Donc, des raisons pour choisir Édouard Montpetit, une dizaine de raisons. Rapidement, c'est qu'on a fusionné à la fois les télécommunications et la réseautique dans le même programme. Nous avons aussi donc des équipements, j'en mentionnais quelques-uns, là, mais il y en a énormément d'autres. Nous avons donc une base cellulaire, des bases cellulaires, de la câblo-distribution, de la fibre optique, des postes high-tech là, au niveau de la soudure pour monter en surface, oui. Et bien d'autres encore. Donc, je vous laisse là, le soin de découvrir de façon virtuelle là, ce département qui est le nôtre. Une grille de cours, intéressant là, pour montrer qu'en 3 ans, sur 6 sessions, là, quels cours vous aurez, à quelle session. Et pour finir, une galerie de photos qui vous permettra là, de continuer cette visite industrielle, cette visite virtuelle plutôt. Donc, j'y vais pour quelques photos de nos étudiants, des profs aussi, euh, ainsi que, ainsi que 2 vidéos, oui, que je vous conseille fortement de visionner là, d'ici la rentrée. Donc voilà, un petit aperçu du site du Cégep. Maintenant qu'on a fait un tour rapide du programme en télécom, j'aimerais distinguer avec vous 2 types de grandeur ou de valeur en électronique, soit les signaux analogiques et ceux qu'on dit numériques. Parce que dès votre première session cet automne, vous aurez des cours qui vous enseigneront ces 2 domaines de l'électronique, l'analogique et le numérique. Voyons d'abord un exemple de grandeur analogique. Que ce soit un courant ou une tension électrique, on définit un signal analogique par une variation continue de la grandeur entre un maximum et, et un minimum. La grandeur peut prendre n'importe quelle valeur entre ces 2 extrêmes. Alors qu'en numérique,
la grandeur ne peut prendre que deux valeurs. On dit souvent que c'est binaire, hein? 0 ou 1. Par exemple, 0 volts et 5 volts. On parlera de bits pour symbole binaire. C'est une contraction de binary digit. Eh bien, je ne crois pas vous annoncer un scoop en vous disant que l'information qu'on transmet de nos jours, audio, vidéo ou données quelconques, c'est de plus en plus numérique. Mais attention, le domaine de l'électronique analogique demeure important, ne serait-ce que pour transporter ces données numériques sur des ondes quelconques, radio, qu'on appellera des fréquences porteuses. Un des avantages de la numérisation des données ou du numérique, c'est le traitement par des ordinateurs qui fonctionnent en binaire. Ici, moi, je veux illustrer un autre avantage du numérique sur l'analogique. C'est celui de la récupération d'un signal qui a été parasité par un bruit, de sorte qu'il en est modifié ce signal-là un peu partout. À la réception, ici à gauche, on voit une approximation du signal d'origine, qui est difficile à nettoyer ou à filtrer, car toutes les valeurs sont possibles en analogique. Quelle était la valeur d'origine à chaque moment? Personne ne peut répondre à ça. Tandis qu'en numérique, la valeur ne peut pas se situer dans un niveau intermédiaire entre les deux états binaires. Hein? Fait que peu importe ce qu'il y a du bruit, on va pouvoir interpréter ça comme sûrement un 5 volts ou un 1, puis ici un 0. Si on est plus proche du 1, c'est que le bit transmis était 1, et si on est plus proche du 0, c'est que à l'origine, ça devait être un 0. On peut alors mieux interpréter le signal à la réception. Bien sûr que des erreurs peuvent survenir. Là. Un bruit très important pourrait faire interpréter un 1 ou pour un 0 ou le contraire, mais il y a une marge de sécurité qui permet donc d'éviter les erreurs. Donc oui, on numérise de plus en plus ce qu'on veut transmettre, les grandeurs qu'on veut transmettre. Donc ça prend des convertisseurs analogiques numériques parce que dans les studios de télé, c'est rendu numérique, les caméras sont numériques, les enregistreuses sont numériques, la télévision analogique a même été démantelée en 2011 au Canada. Mais la voix humaine est analogique. Il peut encore y avoir beaucoup de signaux analogiques et qu'on veut donc numériser. Ici, je veux montrer juste un aperçu, loin de moi l'idée de faire un cours complet, mais un aperçu d'une conversion d'un signal analogique, comme on a vu tout à l'heure, un signal qui varie de façon continue dans le temps. Eh bien, on prend des échantillons, on en prend le plus possible, évidemment, et chaque échantillon, par exemple ici 1 volt, un autre échantillon 2 volts, ici on est à 4 volts et ici à 6 volts, et bien chacune ou chacun de ces échantillons sera mis en binaire, hein, la base 2 qu'on apprendra ensemble aussi. Et donc, ici le 1, je le code 001, le 2 volts, je le code 010, le 4, 100, le 6, 110, et donc, je me retrouve à la fin avec un signal entièrement numérique qui n'a que des niveaux 0 et un niveau 1 qui pourrait être 5 volts, par exemple. Donc, le système binaire, qui est un système beaucoup plus simple que le décimal, sera vu aussi cet automne. Donc oui, décimal, binaire, ce sont les bases, base 10, base 2. C'est ce qu'on appelle un système de numération. Donc c'est la base sur laquelle on représente nos grandeurs. Donc vous connaissez bien la base 10, qu'on appelle le décimal, évidemment, puisque c'est la base qu'utilise le commun des mortels, là, né avec 10 doigts. Mais les circuits électroniques fonctionnent bien mieux avec la base 2, donc le binaire. Puisque dans un circuit numérique, là, les transistors laissent passer le courant ou le bloquent. C'est très simple, c'est binaire. Ça passe ou ça passe pas. Donc c'est plus simple que le décimal en tout cas. Prenez le nombre décimal 7589, base 10.
Bien, chaque chiffre possède un poids qui est déterminé par sa rangée. En fait, le poids, hein, c'est la base 10 exposant le rang. Donc 10 à la 0, ça donne 1. Donc, c'est le poids 1. On a même défini des noms à ça, unité. Ici, on a le rang 1, donc c'est 10 exposant 1 qui détermine le poids. 10 exposant 1, ça fait 10. Donc, on a même créé le mot dizaine dans la langue française, etc. pour le 10 exposant 2, centaine. Le 10 exposant 3, milliers. Et prenez le nombre 7, 5, 8, 9, oui, on le disait, eh bien, qu'est-ce que votre cerveau va faire? Il va faire bien des calculs. Là, certains vont me répondre, non, non, mon cerveau n'est pas réveillé. Moi, c'est ma mémoire qui me dit que c'est 7589. Attention, vous calculez plus vite que vous pensez. D'abord, votre cerveau a quand même fait une relation avec le 9, qui en absolu est beaucoup plus grand que 8 ou que 5 ou que 7, mais placé dans la rangée des unités, il est beaucoup plus faible, il est de poids faible. Donc, votre cerveau a fait 9 fois 10 à la 0 ou 9 fois 1 et il a stocké ça dans sa mémoire. Ensuite, il a fait une multiplication avec 8 fois les dizaines et il a stocké le résultat 80. Ensuite, il a fait 5 fois la rangée des centaines pour un total de 500 et 7 fois les milliers pour un total de 7000. Et quelle est la dernière opération que votre cerveau a effectuée? Oui, c'est une addition, une sommation de tous les chiffres multipliés par leur poids respectif. Eh bien, en binaire, c'est la même chose. En fait, c'est le même principe. Mais le binaire, c'est la base 2 et non pas la base 10. Donc, la rangée, je donne un nombre binaire quelconque, là, je ne sais pas moi, 1, 0, 1. Évidemment, c'est pas 101 parce que je suis en base 2. Donc, ça représente quelle grandeur? Ben, on pourrait la convertir en décimale, puisqu'on connaît bien le décimal, mais l'idée, c'est que chacune de ces rangées-là a un poids défini par 2 exposants la rangée. Donc, 2 exposants 0, bon, c'est encore des unités. Donc, effectivement, peu importe la base, là, le poids plume, à droite toute, ce sera toujours des unités. Or, la rangée du milieu, ce ne sont plus des dizaines. Nous avons la base 2 exposant 1 pour la rangée 1. Donc, c'est 2. Fait que si vous voulez créer un nom à ça, là, ça serait des 2 xènes ou des 2 zènes, mais ce ne sont pas des dizaines. Ça vaut 2, cette rangée-là. D'accord? Ensuite, en troisième rang, ou dans le rang 2, parce qu'on commence avec le rang 0, le rang 1, le rang 2, c'est 2 exposant 2, on obtiendrait des quatraines ou des valeurs de 4 ici, qui correspondraient au poids de ma rangée. Eh bien, ce que votre cerveau a fait, bien, il devrait commencer à pouvoir le faire ici. Donc, si on veut savoir combien j'ai dans ce 101 base 2-là, bien, je ferai une fois les unités, je stockerai mon 1, 0 fois des 2, je stockerai 0, et une fois un poids de rangée, un poids 4, donc une fois 4, 4, et la dernière opération serait la sommation pour un total de 5. Donc oui, 1, 0, 1 en base 2, ça fait 5 en base 10. Donc quand on comptera en binaire, vous aurez déjà ces notions-là, importantes s'il en est dans un cours d'électronique numérique. En terminant, j'aimerais vous présenter la plateforme Tinkercad, une plateforme que j'utilise pour certains cours, mais aussi que j'utilise personnellement pour simuler des circuits et programmer le microcontrôleur Arduino. Je vous invite même à vous créer un compte. C'est gratuit. Donc, avec votre courriel ou votre compte Facebook,
Et alors va s'ouvrir un éventail de possibilités pour comprendre d'abord le fonctionnement de votre plaquette de montage qu'on vous fera acheter, mais aussi comprendre le fonctionnement des circuits, des instruments de mesure. Donc voici, c'est tinkercad.com. Vous créez un compte et il y a un volet circuit parce qu'à la base, Tinkercad, c'était pour la conception 3D. Maintenant, il y a un volet circuit électronique. Donc, vous créez des circuits. Moi, j'en ai créé plusieurs, donc des circuits simples, mais des circuits plus complexes aussi. J'ai programmé des microcontrôleurs. Donc, allons-y pour le circuit tout simple que j'ai fait ici. Donc, je vais l'éditer dans un premier temps. Et pour vous montrer un peu le BAB là, de la plateforme. Donc, j'ai amené une plaquette de montage, comme vous aurez. J'ai amené aussi sur ma table mon plan de travail, donc un bloc d'alimentation. Hein, les tensions sont générées ici et le courant qui circule et qui fournit va apparaître ici. Donc, la plateforme, c'est ici. Je fais apparaître les composants, soit les composants de base, résistance, DEL, bouton poussoir, interrupteur à glissière, la plaquette et le Arduino Uno R3 là, qui est ici. Et puis, il y a évidemment, ça c'est les deux bases, il y a beaucoup d'autres composants qu'on pourra voir. On peut démarrer la simulation quand notre montage est terminé. Et on peut aussi coder, donc programmer les microcontrôleurs qu'on fera apparaître. Donc, pour le moment, je vous propose un circuit tout simple. Donc, je vous explique d'abord rapidement la plaquette de montage. C'est une plaquette avec du métal conducteur au-dessous et sur le dessus, un paquet de trous qui sont en lien les uns avec les autres, mais pas n'importe comment. Donc, par exemple, la ligne noire ici possède une quantité assez impressionnante de trous qui sont tous en contact les uns avec les autres. Ensuite, on a une autre ligne, si je amène ma souris, toute cette ligne-là est en contact avec la ligne qu'on a notée plus ici. Ensuite, ça, c'est les lignes qui seront idéales pour mettre des alimentations, pour donc mettre du plus 5 volts ou du 0 volts. Au centre de la plaquette arrivent des colonnes de 5 trous qui sont reliés ensemble, mais qui sont évidemment pas reliés avec l'autre colonne de 5 trous ici. C'est pour ça qu'on voit apparaître uniquement 5 petits ronds verts pour illustrer la connexion. Donc, il y a un isolant, si vous préférez, dans le fossé qu'il y a ici. Et donc, ça sera idéal pour mettre des circuits numériques ou des circuits intégrés à cheval sur le fossé. Nous verrons cela tout à l'heure. Et de ces colonnes de 5 trous-là, eh bien, il y en a une trentaine ici et une autre trentaine là. Alors que les lignes sont tous, elles, connectées ensemble. Et donc, elles servent aux alimentations, je l'ai dit. Donc, c'est aussi simple de cliquer avec la souris pour amener un fil que je vais mettre en rouge parce qu'il symbolise le positif. Donc, ce sera par exemple du plus 5 volts. Et le négatif en noir, par exemple, un 0 volts que je mettrai en noir. Attention, si je veux que ma ligne noire en bas soit aussi reliée au ground ou au 0 volts, eh bien, je mets un fil entre les deux. De la même façon, les lignes rouges ici, je les relie ensemble pour que le 5 volts que je vais amener ici puisse se rendre aussi sur ma ligne rouge en bas. J'ai mis ici un interrupteur à glissière que je suis allé chercher dans ma banque de composants. Un interrupteur à glissière, c'est très simple. Le curseur que vous voyez ici a 2 positions. Si je le mets à gauche, c'est qu'il y a un court-circuit entre la broche du milieu, le commun, et la broche de gauche. Et si je glisse l'interrupteur à droite, le lien va être brisé entre la broche 1 et le commun, et un lien qui va se créer électrique entre le commun et la broche 2. Donc, qu'est-ce que je fais?
eh bien, je mets la broche 1 à 0 volts, la broche 2 à 5 volts, de sorte que ma broche commune, ici, eh bien, sera tantôt à 0, tantôt à 5 volts, suivant le mouvement de l'interrupteur axial. Donc, rapidement, j'amène une DEL. Donc, la DEL, c'est une diode qui émet de la lumière. Vous apprendrez ça dans vos premiers cours. Et je la mets, cette DEL-là, dans 2 rangées distinctes pour que les 2 broches ne se touchent pas. La broche qu'on appelle la cathode, je la mets dans la rangée, attention, 24, dans la colonne 24, et dans la colonne 25, je mets l'anode. Je mets une résistance de protection que je vais connecter directement à la broche 25, et l'autre côté de la résistance, je l'amène dans la rangée 25, mais celle du bas. Ça ne se touche pas, ces 2 rangées-là, on l'a dit. Voilà, une DEL, une résistance. Et maintenant, je vais tracer un fil du point commun de l'interrupteur jusqu'à la rangée 25. Ce qui me reste à faire, par contre, pour boucler la boucle, c'est de mettre la cathode de la DEL directement à 0 volts. Je pourrais même mettre le fil en noir, de sorte qu'en ce moment, si je pars la simulation et que le bloc d'alimentation amène du 5 volts sur ma ligne rouge, j'aurai du 5 volts sur cette broche-là, mais ce 5 volts-là ne se présentera pas à la résistance puisque l'interrupteur axial est du côté 0. Donc, la DEL devrait être éteinte. Et lorsque j'activerai l'interrupteur en mettant du 5 volts sur la broche, en reliant la broche 2 à la broche commune avec l'interrupteur, le 5 volts de la broche 2 pourra se présenter à la résistance et faire circuler un courant puisque la DEL aura aussi un chemin complet pour se rendre de 5 volts à 0 volts. Donc, essayons, je démarre la simulation. J'ai 5 volts, aucun courant qui est fourni par le bloc. Pourquoi? Bien parce que justement, l'interrupteur est à 0, donnant comme ça, présentant un 0 volt de ce côté-ci, et l'autre côté est à 0 volt. Donc, aucune différence de potentiel, donc aucun courant qui circule. Attention, je m'exécute, j'active l'interrupteur. L'interrupteur crée maintenant un chemin entre le plus 5 volts, la résistance, la DEL et le 0 volt, allumant ainsi la DEL. 3,11 milliampères. On apprendra les unités, on apprendra la loi d'Ohm, on apprendra aussi le fait qu'une DEL développe une tension d'à peu près 2 volts autour de ces bornes. Voilà pour l'introduction à ce petit montage. Avant, j'arrête la simulation. Juste avant de se quitter, j'aimerais faire apparaître ici un Arduino. Bon, je vais rapetisser tout ça pour ne pas gêner le reste de mon circuit. Et je vais agrandir mon Arduino ici. Le Arduino, c'est un microcontrôleur qui est programmable. Donc, je pourrais rentrer du code. Il y a un code qui est déjà fait en langage, ce que j'appelle le Scratch, pour ceux qui connaissent, des blocs. Un peu ce qu'on enseignait aux enfants pour leur introduire des notions de programmation. Donc, on pourra le voir ensemble, mais il y a une DEL ici, une DEL avec un petit L là, qui va clignoter grâce à ce programme-là qui est intégré dans le microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur a été programmé avec 2 petites lignes, en fait 4 petites lignes, définir le voyant LED qui est intégré sur le Arduino ici,
sur la plaquette du montage ici, à élever. Ensuite, l'autre instruction du programme, c'est de patienter une seconde pendant que la DEL est à l'état haut, donc allumé. Ensuite, de définir le voyant LED intégré sur faible ou sur 0. C'est des valeurs binaires élevées et faibles. Moi, j'aime mieux dire haut et bas. Patienter une autre seconde et comme ça, boucler sans cesse. Donc, si je pars la simulation, on devrait pouvoir voir une DEL clignoter. Voilà. Une seconde allumée, une seconde éteinte. Ce qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'on se quitte, c'est que ce programme-là est dans un langage très peu évolué, évidemment. Ce sont des blocs avec des variables de contrôle. Mais en arrêtant ma simulation, j'ai accès au texte derrière le programme. Donc, on me dit, attention, tout va partir, je fais continuer. Et voilà de quoi a l'air le programme dans le langage plus évolué. Vous verrez le langage C, entre autres. Donc, c'est tout simplement de définir la broche 13 en sortie et de lui associer un niveau I pendant 1000 millisecondes. Donc, 1000 millisecondes ou une seconde, la DEL est au niveau I parce qu'il y a une relation entre cette DEL-là et la broche 13 ici. Ensuite, on écrit Digital Write, la valeur low, bas ou 0, et on attend un nouveau délai de 1000 millisecondes. Et donc, la DEL s'éteint. Et comme ça, on va boucler. C'est pour ça qu'on appelle ça une loupe, la fonction loop, qui permet donc de boucler sans cesse et donc de faire clignoter cette DEL-là. Évidemment, on ira beaucoup plus loin avec des programmes beaucoup plus intéressants que de faire clignoter une DEL. Et je vous invite donc en septembre à vous, en espérant vous voir en présentiel, sinon à distance, à travers tous les cours qui vous seront offerts par vos profs. Merci de votre écoute.